J'espère que vous avez raison, Mathieu Noël. Non, pas de goût amer. Les Français, ils avaient peur il y a 5 ans, les soignants aussi. Donc ils applaudissaient, c'était sympa. Il y a eu les casseroles un peu aussi. C'était une manifestation de bienveillance. On avait tous la trouille. Faut pas, vous savez, ça paraît loin, mais on avait tous très peur. On a eu le soutien de la population. Bah oui, il fallait passer à autre chose. À l'époque, la population était confinée quand même. Donc là, il y avait un focus imposé sur le système de santé avec tous ces conférences de presse ce soir. Est-ce que vous avez pas un peu Non, oublié parce depuis que en fait, moi, je l'ai senti venir. Alors, je veux pas faire celui qui avait prévu, mais le collectif Santé en danger, il est né en juillet 2020, après le premier déconfinement, au moment du Ségur de la santé. Et là, j'ai tout de suite compris, quand le Ségur de la santé est sorti, qu'en fait, ils n'avaient rien compris. Ils avaient oublié la médecine de ville, ils avaient oublié le travail de nuit, ils avaient oublié les sages-femmes, ils avaient oublié le travail de nuit des infirmières. Et là, on a eu affaire à de la grande communication de politique. Olivier Véran, à l'époque, qui était très fier du Ségur de la santé, mais les professionnels comme moi, qui étaient sur le terrain jour et nuit, on savait ce qui manquait. Il fallait revaloriser le travail de nuit et la médecine de ville. Et donc, ça sonnait faux tout de suite. Pardon, on va y revenir tout à l'heure, mais il y a eu plein de ministres de la Santé depuis. Ouais, 7 ou 8. Ça a valsé. Nous, on tient un album Panini, Mathieu. J'imagine. Je vous jure. J'imagine, il y en a eu un tellement. album Panini. Comment vous expliquez que les infos du terrain ne remontent pas jusqu'au sommet ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est ça, mais c'est parce qu'ils veulent pas les entendre. Tout simplement. Mais parce qu'ils ne veulent pas s'atteler à ce grand chantier. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a un système de santé qui a été performant, qui était le premier il y a 20 ans. Il a vieilli, c'est normal, il a vieilli, et on a des outils numériques qui émergent. Et la sociologie, elle a évolué aussi. Vous savez bien que les jeunes docteurs d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. Donc en fait, il y a un gros travail de fond à faire. Ils refusent de le faire, ils savent pas le faire, et du coup, ils se refilent le bébé. Et ça fait 7 ministres en 7 ans. On manque d'humanisme, d'éthique, parce qu'en fait, depuis plus de 20 ans, il y a 20 ans, il y a des hauts fonctionnaires qui se sont dit, tiens, un hôpital devrait être rentable. Et donc, en fait, on a appliqué à l'hôpital des règles de l'entreprise. On a dit, un hôpital doit être productif. On doit avoir des objectifs de productivité. Comment ça? Avec des maladies, des malades, comment c'est? Et on a dit, l'hôpital aura des budgets seulement s'il a une telle ou telle activité. Ça a été le début de la fin, Mathieu Noël. C'était quand ça? Ça, c'est 2004. À partir de là, toutes les directions des hôpitaux se sont mis en mouvement pour dire aux soignants, vous devez faire plus avec moins. Une usine de fabrique de chaussures, si vous supprimez la moitié des machines, ça va être compliqué d'en faire 2 fois plus. Mais non, mais aux soignants, on leur a dit, parce que les soignants sont plus forts que les autres. Et on a tiré, gratté jusqu'à l'os. Ça, c'est depuis 20 ans. Alors, le Covid l'a montré. Pas assez de places de réanimation, du personnel un peu en burn-out, un peu déçu. Bon, le truc, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris. Et quand François Bayrou, il annonce 5 milliards de rabots sur la santé, mais on ne peut pas raboter la corne ou l'os. On est à l'os. On est à l'os. On roule sur des jantes si on a une bagnole. Et là, ils vont enlever le pare-brise. Et on se prend la... Bon, là, voilà. Donc, ils sont déconnectés et ils ne font pas l'effort ou ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mi-juillet, justement, vous venez de le dire, François Bayrou a présenté son projet de budget. Il en appelait à l'autodiscipline des patients. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que quand on est un fainéant, et qu'on n'a pas envie de faire une réforme de fond, on s'attaque aux patients et aux soignants. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas dangereux de responsabiliser les gens sur leur propre santé? Attention, voilà, il faut... Non, c'est plutôt bien de les responsabiliser. C'est bien de faire l'éducation de la population. Ça fait partie de la partition. Si on veut entretenir notre sécurité sociale, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ni les patients, ni les soignants. Mais de justifier un plan de rabot parce que les Français ne sont pas responsables, et de vous à moi, vous savez, qui sont visés, c'est les plus précaires. C'est déjà ceux qui ont du mal à les soigner. Un mot qui revient beaucoup dans l'actu, c'est le doublement de la franchise médicale. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le reste à charge des patients va doubler. Donc, je crois que c'est 100 € par an. Bah ouais, mais 100 € sur des petits budgets, c'est énorme. Donc, c'est des gens qui vont pas se soigner. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que là, on parle du curatif. Se soigner, le curatif. Vous m'avez déjà entendu parler du mot prévention depuis tout à l'heure? Pas du tout. Pas une fois. Or, c'est là qu'il faudrait mettre... Or, si on était malin, on hyper-investirait dans la prévention et on s'occuperait des plus précaires. Et comme ça, on gérerait bien sûr le curatif. Mais vous voyez, c'est le monde à l'envers. Et donc, en fait, aujourd'hui, on manque de tout. C'est ça que vous devez retenir. L'aide à l'enfance, c'est la catastrophe. On ne peut plus hospitaliser des enfants en psychiatrie. La pédiatrie, c'est la catastrophe. Les lits de soins palliatifs, il en manque. Il y a la moitié des départements qu'on n'ont pas. Il y a des services d'urgence fermés. Il y a des blocs opératoires décalés. Mais on doit avoir peur en tant que patient? Madame, oui et non.
Non, parce que les soignants, ils se démèneront toujours. Mais ils s'épuisent à faire ça. Vous voyez, moi j'ai bossé 3 jours d'affilée. Je devrais me reposer aujourd'hui. Ouais. Je suis là pour vous expliquer. Oui, parce que peut-être que la molécule qui vous permettra de soigner votre maladie un peu particulière, la meilleure coûtera trop cher et on vous dira, vous en prendrez une autre. Ça existe déjà. Vous connaissez, j'imagine, la série Hippocrate. Bien sûr. J'ai trouvé la dernière saison un peu too much. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit dans cet état à l'hôpital. Ouais, mais bon, d'un autre côté, c'est dans la caricature parfois qu'on fait passer des messages. On n'en est pas là quand même. Non. Pas partout. À suivre. Il y a 3 heures, il n'était pas capable de citer un seul de ses tubes et maintenant il connaît tout d'elle. Cyril va nous parler de l'incroyable fortune de Selena Gomez, chanteuse, comédienne, mais surtout redoutable femme d'affaires. Mais d'abord, on revient à notre fil rouge cet après-midi, la colère du monde de la santé avec le médecin anesthésiste et fondateur du collectif Santé en danger, Arnaud Chiche. Arnaud, on l'a compris, le gouvernement cherche des économies un peu partout, mais est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre budgétaires dans le monde de la santé? À vous écouter, on a l'impression, vous nous l'avez dit tout à l'heure, on est à l'os, c'est pas là qu'il faut chercher un seul milliard d'économies. Non, il faut faire des économies structurelles. Alors, le structurel, c'est tout ce qui est non soignant. Il ne faut pas toucher à ceux qui soignent. Peut-être, par contre, qu'il faut regarder le rapport de la Cour des comptes du mois de mai 2025, dont a beaucoup parlé Jean-Louis Borloo. Ils disent quoi? On doit améliorer la productivité des fonctions support, des non soignants. En France, il y a trop d'administration par rapport à un pays comme l'Allemagne. Alors, il y en a qui refusent les comparaisons. Nous, c'est 34%. En Allemagne, c'est 20%. Si on se mettait au niveau de l'Allemagne, ce serait 18 milliards d'économies par an. Premièrement, il faut faire ça. Deuxièmement, vous voyez, il y en a qui réfléchissent. Alors, le collectif Santé en danger, on est en train de faire un partenariat avec une société qui s'appelle Cycle Zéro. On va récupérer tous les meubles qui sont jetés en France pour aller meubler les salles de repos des soignants ou les salles d'attente des parents, etc. Et puis, il faut faire ce que je fais avec vous aujourd'hui. Expliquer que tout ça n'a aucun sens et qu'on doit arrêter et qu'on doit laisser les soignants tranquilles. Ça ne mettrait pas en péril la gestion des hôpitaux de supprimer de l'administratif? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire supprimer des postes des gens qui font de l'administratif dans les hôpitaux. Ah mais écoutez, on n'a jamais été autant en déficit que depuis qu'il y a beaucoup d'administratifs. Donc à un moment donné, il faut se calmer, mais vous avez raison. Soyons pragmatiques. Avons-nous des modèles qui fonctionnent mieux en termes de productivité du soin avec moins de soignants? Oui. Hôpital de Valenciennes. Le directeur est parti à Nice. Ces 2 hôpitaux-là, renseignez-vous, productivité extraordinaire, taux d'administratif très faible et ça marche très bien. Le message, c'est quand on associe les soignants à la gestion, ça marche mieux. Mais le problème, c'est que vous voyez, on vient là se cogner au dogme de l'administration un peu. On est peut-être dans une période de transition. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup dans cette émission, parfois pour s'en inquiéter. Est-ce que dans le domaine de la santé et peut-être des services administratifs des hôpitaux, l'IA ne peut pas aider considérablement? Bien sûr que si. Les seuls qui refusent ça, c'est les directeurs d'hôpitaux. Pas tous, hein. C'est ceux avec qui je m'écharpe sur Twitter. Si, le rapport de la Cour des comptes, il le dit. Normalement, l'intelligence artificielle devrait permettre des gains de temps sur la logistique, sur les commandes, etc. Bon, moi, je pense que ça pourrait aller aussi jusqu'au bulletin de paye. Et apparemment, ce sera un peu trop compliqué. Le truc, c'est qu'on a aucun scrupule à dire que l'intelligence artificielle remplacera les médecins dans quelques années. Donc, avant de remplacer les médecins, il est clair que pour peu que nous tous, on utilise ChatGPT, vous êtes d'accord avec moi que sur le plan administratif, ça doit nous aider. Nous, on fabrique des tableaux Excel pour faire nos plannings. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et, dernier point, parce que il faut que les Français comprennent que les soignants se mobilisent pour eux. Et donc, grande marche blanche de la santé le 4 octobre, pour peser sur l'État. Vous dites qu'on a oublié les soignants des villes, les sages-femmes et surtout les infirmières libérales. On en parlait un petit peu hors antenne. Ouais. Mais du coup, ça se traduit comment au quotidien? Avec un personnel qui est dégoûté. Aujourd'hui, vous avez des infirmières libérales qui, dans les déserts médicaux, sont le seul rempart au désert médical. Elles et les officines. Parce que si vous avez entendu l'oreille aussi cet été, vous savez que les officines, on leur a raboté aussi une part de marge sur certains médicaments. Donc il y a des officines dans ce pays qui vont fermer. Ça a déjà commencé. Et quand elles fermeront pas, elles vont licencier parfois des préparatrices de pharmacie. Infirmières libérales, officines, c'est le rempart quand il n'y a plus de docteurs. Les infirmières libérales, leur cotation n'a pas évolué depuis 2009. C'est un véritable scandale. Et alors, il est vrai qu'il y a eu quelques fraudes de quelques personnes. La CNAM exerce maintenant, en réponse, une pression énorme sur elle. Ça les dégoûte. Mais le risque, c'est de dégoûter les vocations, en fait. Voilà. Parce que rester dans une machine à broyer pour le plaisir... il y a de moins en moins d'étudiants, on le sait un peu. De toute façon, je vais vous répondre. De toute façon, ils ont tout fait pour qu'il n'y ait plus de médecins en France. Donc le concours, il est tellement inaccessible que, intéressez-vous au sujet, on a des étudiants en médecine partis en Roumanie, en Belgique, au Portugal, parce qu'en France, on n'est même plus capable de les former
tellement le concours il est fort. Au moment où on a le plus besoin de médecins, on a le concours le plus sélectif. Et les infirmiers, vous savez ce qu'on a fait? On a mis le concours infirmier dans Parcoursup. La connerie monumentale. Parce que c'est pas dans Parcoursup qu'on décide d'aller faire infirmier. On va faire un entretien, un stage, puis on voit si on fait. Voilà. Il y a tout à revoir. Connerie sur connerie, c'est un peu le résumé cet après-midi avec Arnaud Chiche. Vous écoutez Inter, il est 17h27. Si tout le monde était aussi résistant à la douleur que lui, nos urgences ne seraient pas débordées. Voici un homme qui a tout enduré. Une bronchite asthmatiforme de septembre 2022 à mai 2024. Un blocage du dos fin 2023. L'élimination de François Fillon au premier tour de la présidentielle en 2017. Là, il devrait être en réanimation à Cochin, tellement ses hernies le font souffrir. En tant qu'ami, je devrais même me résoudre à le piquer. Et pourtant, il est là, devant nous, pour le Lakar News. Chaque après-midi, les 3 infos qu'il ne fallait pas manquer. On commence, Cyril, par le retour en grâce du jour. Et Jean-Marc Morandini est revenu de Sainte-Hélène, ou presque. L'animateur de CNews a présenté son émission en direct depuis les studios de la chaîne Info. Alors ça peut vous paraître banal, mais en fait c'est tout sauf un détail, car il y a 9 ans, quand iTélé se met en grève, la direction assure qu'il y aura une sorte de cordon sanitaire autour de Morandini. Et que ce cordon, ça sera ce qui ne sera pas physiquement dans les locaux de la chaîne. Résultat, Morandini présentait son émission dans une sorte de cave, à l'écart de tout le monde, mais ça c'est terminé. Depuis aujourd'hui, il est de retour dans le studio principal de la première chaîne d'info française. Preuve que ses condamnations pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel n'entachent pas la confiance de son actionnaire Vincent Bolloré. Vincent Bolloré dont les médias prônent, je le rappelle, toujours la plus grande fermeté. C'est beau l'amitié. Le nom du jour, Cyril. Non, N-O-N, plus de 8 Français sur 10 sont contre la suppression de 2 jours fériés, une des mesures phares du prochain budget de François Bayrou, mesure qui a été accueillie très froidement par les Français. La preuve donc avec ce sondage publié par nos confrères du Parisien. Pour les Français, cette mesure est surtout vécue comme une violence et un préjudice, dit l'Institut Odoxa qui a réalisé l'enquête. Et enfin Cyril, la femme d'affaires du jour. 1,3 milliard de dollars, c'est la fortune de Selena Gomez, 32 ans seulement. Selena Gomez qui est la personnalité féminine la plus suivie sur Instagram, 417 millions d'abonnés. Elle a joué dans Emilia Pérez de Jacques Audiard. La Marianoche a même un t-shirt d'elle. Et si... Arnaud, vous donnez un chiffre que je trouve assez fou. En France, il y a une infirmière pour 30 malades. Dans les pays anglo-saxons, elles sont une pour 8 patients. Comment vous expliquez une telle différence? Parce qu'on est nuls en France pour organiser. Ouais, je suis désolé, hein, c'est pas très porteur. Mais c'est quand même pas très compliqué de comprendre que 1 pour 5, pour 6, pour 7 ou pour 8, on va améliorer la sécurité de prise en charge du patient, on va améliorer le soin dans toute sa dimension psychologique, physique, thérapeutique. Et puis c'est surtout qu'on va fidéliser notre personnel. Mais non, en France, on est meilleur que les autres. Donc effectivement, bon, c'est des chiffres-là. Alors il faudrait préciser un petit peu. Dans les EHPAD, par exemple, c'est ce genre de chiffres-là. Mais vous voyez, même une infirmière pour 20 malades, c'est beaucoup trop. Même pour 15, c'est trop. Alors ça, c'est une des victoires qu'on a eues dans le collectif et avec d'autres collectifs interhôpitaux, etc. On a réussi à faire voter un projet de loi qui améliorait le ratio, c'est-à-dire qui diminuait le nombre de patients par infirmière. Le problème, c'est qu'on les a pas, les infirmières. Donc maintenant, voilà, on a le concept, mais on n'a pas le matériel, on n'a pas les gens pour faire ça. Mais quand même, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez, on a 20 ans de retard, quoi. Dans tous les pays nordiques, c'est ça. Et ça, c'est vertueux pour les patients, pour les soignants. Et même pour l'économie de l'hôpital lui-même. Oui, il y a eu des études, Mathieu Noël, il y a eu des études de fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur des énormes hôpitaux. Ils ont montré que, en fait, on faisait des économies bien plus importantes que ce qu'avaient coûté les infirmières supplémentaires. Question terrible, est-ce qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait dans le privé, dans certains établissements privés où peut-être ils atteignent un meilleur... Ça dépend. Si c'est vertueux pour le soin. Vous savez, vous avez vu, on discute, la loi, l'hôpital, la productivité. Allô, c'est pour soigner des gens en fait. Donc, toutes les bonnes techniques pour bien soigner, il faut les prendre. Voilà. Et en tout cas, nous, on est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et nous, alors, le collectif Santé en danger et d'autres, on essaye de rendre raisonnables les politiques. Mais justement, vous sortez de 3 jours de garde. Comment on tient dans ces conditions? Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment de faire une erreur? Bon, alors c'était une astreinte, ça veut dire qu'il y avait des pauses. Vous savez, oui, les soignants sont endurants. Ouais. Parfois, ils n'ont pas forcément une hygiène de vie fantastique, mais les soignants sont endurants. Vous savez, Manon, une péritonite, ça peut arriver à 3h du matin. Un infarctus de nos parents, ça peut arriver la nuit aussi. Donc en fait, c'est la grande fierté du système de santé, c'est qu'on est capable de soigner tout le monde à toute heure de la nuit. Mais il faut arrêter d'être naïf. Il y a bien des professionnels pour ça. Vous voyez ? Donc
Bah, ils sont fatigués, ils bossent la nuit, mais ça fait partie du job. Qu'on comprenne bien quand même, Quentin. quand on vous a appelé pour vous proposer de participer à l'émission, vous sortiez de 54 heures de garde à l'hôpital, vous n'aviez dormi que 4 heures en 2 fois. Comment on tient dans ces Qui c'est qui conditions? vous a raconté ça? On sait tout de votre On vie. vous a tout dit. Oui, mais alors comment on attendez. tient? Est-ce qu'on fait pas non, d'erreur? attendez, Enfin, attendez, est-ce attendez. Il faut pas. Est-ce qu'on met pas des Français en danger? C'est la santé qui est en danger en France, hein. Mais à l'organisation du système de santé. Vous savez, dans le système des astreintes des gardes, quelqu'un comme moi, alors il faut aussi avoir à l'esprit qu'on est au mois d'août, qu'on a des collègues qui sont en vacances et que les tableaux de garde, il faut les faire tourner. Et en fait, dans toutes les gardes que j'ai faites, je m'en suis rajouté, moi. Pour des raisons personnelles. Parce que je me sentais en forme en rentrant de vacances, et puis parce que j'aime bien faire des gardes d'osmur en régulation médicale. C'est mon libre choix. On ne nous l'impose pas forcément, ce que moi j'ai fait. Mais par contre, vous voyez, depuis tout à l'heure, je reçois des SMS de la chef de service de la réanimation de Salon en Provence. Elles, ils sont que 4 pour faire tourner le planning. Et ça, c'est à cause des politiques de santé qu'on mène en France. Et quand il y a des trous dans les équipes de SMUR et ça, c'est parce qu'on manque de médecins. Mais si on manque de médecins, ça veut forcément dire qu'il y en a d'autres qui vont essayer de boucher les trous. Vous voyez, c'est un petit peu le cercle vicieux. Le message, c'est qu'on manque de médecins. Et les tableaux de garde sont bien remplis. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la marche blanche du 4 octobre Oui. à Paris. Oui. Vous attendez 100 000 personnes. Qu'est-ce que, Oui, j'ai dit ça aussi. oui, vous attendez 100 000 personnes. Oui, j'ai dit ça. Ah, Si les renseignements généraux ils entendent ça, ils vont m'attendre à la sortie. Non, mais je vous le dis, à 99 000, ça sera une déception. Pour moi, j'attends plus de 100 000 personnes. C'est plus que le Maracana. C'est énorme. Ouais, Ouais. C'est le Maracana, en disant. Ouais, mais évidemment qu'on n'aura pas ça. C'est un peu de la provoque. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Quel est le mot d'ordre, si on devait... Le mot d'ordre, c'est « Chers Français, venez nous aider à faire en sorte que nous, soignants, on se mobilise pour faire entendre aux politiques qu'il faut sanctuariser. » Puis alors moi, la sanctuarisation, j'aime bien ce mot-là. Une sanctuarisation papale, quoi. Un truc sacré de chez sacré, fumée blanche, quoi. Sanctuarisation des budgets santé. Qu'on arrête de permettre à un Premier ministre qui est au bord de la retraite de dire on va diminuer de 5 milliards parce que j'ai pas d'idée, quoi. Parce que j'ai pas d'idée, et puis finalement, c'est tellement facile de s'en prendre aux soignants et aux soignants. On change de logiciel. Donc, si eux n'ont pas d'idée, nous, on en a. On a écrit une loi de programmation santé dans le collectif Santé en danger. Quand je vous parlais du Ségur de la santé de 2020, on a écrit le vrai Ségur de la santé. Il faut arrêter de prendre les soignants pour des bebeux. On a plein d'idées. Si on avait voulu être haut fonctionnaire, Mathieu Noël, on l'aurait fait. Sauf qu'on a choisi de soigner. Manifestement, il y a une défaillance des décideurs. Preuve en est cette mise de la santé en 7 ans. Eh ben, on est obligé, nous, de prendre le relais. Et le message du 4 octobre, il s'adresse aux Français. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le système de santé qui est en danger? Le patient français, actuellement, à l'heure où on se parle, n'est pas en danger en France, ou il l'est déjà parfois dans certaines zones? Je vais vous dire la vérité, quand j'ai des propos trop anxiogènes, je me fais engueuler par ma maman. Donc je pense qu'elle va écouter. Donc, la réponse est non. Les soignants feront toujours le maximum pour qu'il n'y ait jamais de problème. Par contre, Mathieu Noël, je vous mentirais si je vous disais que ça n'existe pas des Français, des patients qui meurent sur des brancards parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Je vous mentirais si je vous disais que parfois les délais de prise en charge de chirurgie, c'est toujours optimal. Je vous mentirais si je vous disais que la couverture du SMUR en France, elle est égalitaire pour faire un infarctus. Vous savez, ils sont marrants, les hommes politiques, parce il y en a beaucoup qui ont des résidences secondaires en Bretagne, par exemple. Ah, mais ça ne dérange pas qu'il n'y ait pas de SMUR en Bretagne. Mais un jour, ça va leur poser problème. Ah oui. Je pourrais vous prendre l'exemple de la Dordogne ou de la Corrèze. On parle beaucoup de l'hôpital d'Agen en ce moment. C'est quand même pas un village, Agen. Le service des urgences, les urgences sont à l'envers. Donc, si vous voulez, c'est redonnons aux politiques l'obligation de faire de la santé publique en France. Alors, redonnons de l'obligation. Bon, ben voilà, en faisant du lobbying, grâce à vous, et je vous remercie encore 1000 fois, parce que vous êtes la première radio de France, et pour moi, c'est une chance folle. Mais si vous faites pas des choses comme ça, on n'y arrivera pas.